Pour être honnête, il y a sûrement des personnes parmi vous qui entendent parler de ce pays pour la première fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter une politique appelée la stratégie de transformation nationale du Rwanda. Comme vous le verrez tout au long de cette vidéo, le président rwandais Paul Kagame présente de nombreux points communs avec l'ancien président sud-coréen Park Chung-hee. Aujourd'hui, nous allons aborder la stratégie de transformation nationale du Rwanda et le président Paul Kagame. Beaucoup ignorent sans doute le Rwanda. Alors commençons par situer le Rwanda. Le Rwanda est un petit pays enclavé situé dans la région des Grands Lacs, au centre-est du continent africain. Il n'a pas d'accès à la mer. Région très montagneuse, appelée pays des 1000 collines, elle est plus petite que la province de Gyeongsang, mais compte 14 904 683 habitants. Vous avez sans doute entendu parler du Rwanda, marqué par l'une des pires guerres civiles de l'histoire, la guerre civile rwandaise, et rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda. C'est tristement célèbre pour une catastrophe où, en 100 jours entre avril et juillet 1994 environ, 500 000 à 800 000 personnes ont été massacrées. Quoi qu'il en soit, la plupart des gens pensaient que le Rwanda resterait un pays africain ordinaire, peu développé et souffrant sous une dictature. Paul Kagame, qui a mené la guerre civile rwandaise, devient président du Rwanda en 2000 et entreprend des réformes majeures, initiées par la stratégie de transformation nationale. La stratégie de transformation nationale était la politique du Rwanda, de 2017 à 2024. Aujourd'hui, vision 2050, une nouvelle politique industrielle, est en place. Commençons par la stratégie de transformation nationale. La stratégie de transformation nationale, pour faire simple, se concentre principalement sur la structure économique, l'industrialisation, la modernisation et la construction d'infrastructures. Ce qui est le plus important ici, c'est la construction de routes asphaltées à travers tout le pays. À nos yeux, ce ne sont que des routes nationales ordinaires. Mais si l'on regarde l'état des routes auparavant, il ne s'agissait pratiquement que de chemins de terre. Mais ils ont entièrement réaménagé ces chemins de terre en routes asphaltées. La longueur totale atteignait 800 km. Ils ont construit et entretenu 3000 km de routes secondaires, et, en développant des entreprises de transport et logistique internationales, ils favorisent le commerce. Et actuellement, il n'y a pas de chemin de fer au Rwanda, mais ils travaillent à en construire un, afin de faciliter la logistique. On voit qu'ils font des efforts pour permettre le développement de la logistique. Bien sûr, comme le Rwanda est un pays enclavé, il ne peut pas construire un grand port comme le port de Busan en Corée, et il y a certaines limitations pour le commerce. Pourtant, ils construisent des ports sur les grands lacs pour commercer tant bien que mal avec les pays voisins. De plus, le Rwanda a une particularité. Le mouvement Saimaeul de la Corée du Sud y est activement mis en œuvre. Actuellement, le Rwanda a intégré l'étude du Saimaeul dans son programme éducatif et s'emploie activement à transmettre le savoir-faire sur l'adaptation locale du mouvement Saimaeul, ainsi que l'expérience du développement de la Corée grâce à ce mouvement. Grâce au mouvement Saimaeul, le Rwanda mène une campagne active de construction de routes dans chaque village rural. Le président Paul Kagame vise à optimiser les réseaux logistiques et de distribution jusque dans les villages du Rwanda. Le pays vise aussi l'industrialisation. Au Rwanda, 70% de la population travaille dans l'agriculture, qui représente 25% du PIB. En 2022, 37% des exportations rwandaises étaient des produits agricoles, confirmant l'importance de l'agriculture dans le pays. Le problème, c'est que, comme je l'ai expliqué précédemment, le Rwanda est un pays montagneux, donc la productivité n'est pas très élevée. À l'exception de la production de café et de thé, l'agriculture se limite principalement à l'autosuffisance. Le président Paul Kagame veut transformer l'économie du Rwanda en une économie industrielle. Aujourd'hui, le secteur secondaire pèse environ 22% du PIB. Cela représente une croissance de 10% par rapport à 2024. Le Rwanda connaît actuellement une forte croissance, avec l'industrie manufacturière en hausse de 11%. Le secteur de la construction a connu une croissance de 12% par rapport à 2024. La base manufacturière reste encore fragile, mais on peut tout de même constater que l'industrie manufacturière progresse assez rapidement. Le président Paul Kagame souhaite connecter l'industrie manufacturière en forte croissance aux infrastructures. Il vise à promouvoir l'industrialisation, avec une croissance annuelle des exportations de 17%, et à faire du pays une nation exportatrice de produits et services à forte valeur ajoutée. Et le président Paul Kagame s'intéresse également beaucoup à l'éducation. En 2023, pas moins de 17% du budget national a été alloué à l'éducation, ce qui montre à quel point il y attache de l'importance. L'objectif est de fournir des cours en ligne à tous les foyers rwandais d'ici 2030. C'est pourquoi, alors qu'il n'y avait qu'une seule université en 1994, il y en a plus de 50 en 2024. Le taux d'alphabétisation, qui n'était que de 58% en 1991, a également augmenté, pour atteindre 73,2%. Le Rwanda a aussi excellé dans la gestion du Covid-19, malgré un système de santé peu développé et un manque de ressources. Cependant, en utilisant au maximum les tests rapides et le système de santé qu'ils ont mis en place jusqu'à présent, le Rwanda est devenu l'un des pays affichant les taux d'infection et de mortalité les plus bas au monde.
Pendant la pandémie de Covid-19, le Rwanda était le seul pays africain dont les résidents pouvaient voyager dans l'UE pour des raisons non essentielles. Sous la stratégie de transformation nationale du président Paul Kagame, le Rwanda se développe économiquement rapidement. De 2004 à 2019, le pays a enregistré un taux de croissance économique annuel, moyen de 7,8% pendant 16 ans. De plus, contrairement à d'autres pays africains, où la corruption est très répandue, la volonté du gouvernement de lutter contre la corruption est très forte, ce qui place le Rwanda parmi les pays africains ayant le meilleur indice de perception de la corruption. C'est pourquoi la sécurité est également stable au Rwanda. Bien sûr, si l'on compare le PIB avec celui de la Tanzanie, ce chiffre peut sembler très faible. Le PIB de la Tanzanie est de 84 milliards de dollars, tandis que celui du Rwanda est de 11 milliards de dollars. Même avec un PIB par habitant de 1326 dollars pour la Tanzanie et 989 dollars pour le Rwanda, il reste du chemin à faire. Toutefois, l'opinion dominante juge cela déjà remarquable. La raison en est que c'est un pays situé dans une région reculée d'Afrique de l'Est, sans accès à la mer, ce qui rend le commerce difficile car c'est un pays enclavé. Et puis, à cause de la guerre civile au Rwanda, entre 500 000 et 800 000 de ses citoyens ont été massacrés en seulement 100 jours, donc tout le monde pensait qu'il serait impossible pour ce pays de connaître une croissance économique. Le fait qu'il continue à réaliser une croissance économique malgré tout cela est donc très impressionnant. Cette stratégie de transformation nationale ressemble beaucoup au plan quinquennal de développement économique de la Corée du Sud. En effet, lors d'une interview avec le Dong-A Ilbo en 2011, le président Paul Kagame a déclaré qu'il croyait que s'il faisait ce que la Corée avait fait, il pourrait aussi obtenir des résultats. Il a également dit qu'il considérait la Corée comme un exemple à suivre et qu'il voulait faire du Rwanda une puissance informatique en Afrique. Lors de la conférence des Nations Unies, en 2015, il a également déclaré que le développement rapide du Rwanda était dû à l'adoption du mouvement Sae-Mol de la Corée. En fait, le mouvement Sae-Mol coréen est effectivement mis en œuvre à l'intérieur du Rwanda. Le président Paul Kagame, comme Park Chung-hee, suscite à la fois éloges et critiques, ses points forts et faibles étant bien connus. Actuellement, le président Paul Kagame est au pouvoir depuis 2000. Lors de la dernière élection présidentielle de 2014, il aurait obtenu un taux de suffrage supérieur à 99%. Les candidats de l'opposition n'ont eu chacun moins de 1%. Lors des présidentielles de 2003, 2010 et 2017, il a aussi été élu avec plus de 90% des voix. Je l'ai qualifié de dictateur parce que... C'est parce que la répression contre les membres de l'opposition est extrêmement sévère. Lors de l'élection présidentielle de 2014, 2 figures de l'opposition qui critiquaient fermement le président Kagame ont même été interdites de se présenter. Les menaces, détentions illégales, fabrication d'affaires criminelles et assassinats contre l'opposition et les médias critiques sont fréquents. En 2015, il a imposé une révision constitutionnelle réduisant le mandat présidentiel à 5 ans et autorisant une réélection. Il pourra donc rester président jusqu'en 2034. Le Front patriotique rwandais de Paul Kagame est critiqué pour monopoliser toutes les richesses du Rwanda. Crystal Ventures, fondée en 2009 par des hommes d'affaires rwandais, est une société d'investissement majeure avec 570 milliards de wons d'actifs. Elle appartient au Front patriotique rwandais. En réalité, il est connu que le président Paul Kagame en est personnellement le propriétaire. Crystal Ventures est critiqué pour contrôler la richesse du Rwanda en étendant son influence à l'immobilier, aux infrastructures et aux télécommunications. Malgré cela, il s'efforce de reconstruire le Rwanda après la guerre civile, en œuvrant pour le développement et le bien-être du peuple. Ayant évité les conflits ethniques à l'origine de la guerre civile rwandaise, il jouit d'un fort soutien au Rwanda et d'une bonne réputation internationale malgré son statut de dictateur. Bien sûr, il existe des problèmes typiques d'un régime dictatorial, tels que la corruption et les atteintes aux droits humains, donc il y a clairement des aspects positifs et négatifs. Son action pour éviter les conflits ethniques et relancer l'économie est jugée encore plus positivement. Un grand nombre d'experts estiment que le Rwanda deviendra un pays assez compétitif d'ici 2050. Selon la vision 2050, le pays souhaite devenir à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2035, puis à revenu élevé en 2050, tout en accélérant sa croissance économique. Mais à ce stade, il y a un point sur lequel nous devons nous arrêter et réfléchir. Jusqu'où ce type de développement national peut-il être permis ? La croissance économique et la stabilité de la sécurité. La question est de savoir jusqu'où on peut mettre de côté la démocratie et les droits de l'homme pour obtenir des résultats tels que la croissance économique, la sécurité et l'éradication de la corruption. En réalité, le Rwanda reçoit encore des évaluations très faibles en matière de liberté de la presse et de liberté politique. Personne ne peut encore affirmer avec certitude si un modèle de croissance construit dans une société où les opinions dissidentes sont réprimées sera durable à long terme, ou s'il engendrera une autre forme de crise. Tout comme la Corée du Sud a connu de grandes douleurs après sa croissance rapide, il est fort probable que le Rwanda se retrouvera un jour à un carrefour décisif. Que pensez-vous de la stratégie de transformation nationale du Rwanda ? Merci de nous le faire savoir dans les commentaires. C'est la fin de la vidéo. Merci.